qui la fabrique et c'est pas elle qui fabrique l'histoire. Vous parlez de Marine Le Pen, vous parliez de Donald Trump. On va en reparler justement juste après la pause. Quelles sont d'ailleurs, les figures archétypales que vous poseriez sur un certain nombre de visages que je vais vous soumettre? On va voir ça juste après la pause. À tout de suite. Le grand décryptage, deuxième partie, toujours avec Michel Onfray. On a parlé de votre livre, une grille de compréhension, d'une certaine manière, du monde et de la décadence de notre civilisation. C'est ce que vous dites. On va essayer d'appliquer cette grille maintenant à des images d'actualité. Du jour, Marine Le Pen, aujourd'hui, qui a fait le buzz au Liban, en refusant de porter le voile, le foulard, pour rencontrer le grand moufti. Pourtant, c'est le protocole quand on rencontre le grand moufti. Écoutez. La plus haute autorité sunnite du monde n'a pas eu cette exigence, par conséquent, je n'ai aucune raison de... Mais c'est pas grave, je transmettrai au grand moufti ma considération, mais je ne voilerai pas. Votre regard sur cette séquence? Le problème, c'est que ça fait des années qu'on accable Marine Le Pen de tous les maux, et que le jour où on devrait pouvoir l'accabler vraiment, on ne peut plus le faire. Vous savez, c'est l'histoire du au loup, le jour où les amis du berger arrivent, le loup a mangé le berger. Là, c'est exactement la même chose, parce qu'on devrait pouvoir dire qu'elle est islamophobe. Sauf que comme c'est une insulte islamophobe, aujourd'hui, on ne peut plus s'en servir. Parce que Marine Le Pen veut qu'en France, on respecte les règles françaises. Elle a raison. Mais au Liban, on respecte les règles libanaises. Et quand on est français et qu'on est là-bas, on doit respecter l'ordre de l'hospitalité. Moi, j'ai fait le tour de la planète dans des endroits où, en Libye, à l'époque de Kadhafi, en Turquie, au Maroc, etc. Je suis rentré dans des mosquées, j'ai enlevé mes chaussures. Et quand je vais au mur des lamentations, ou je vais dans la synagogue à Venise, par exemple, je mets une kippa. Et quand je vais enterrer un copain ou marier un copain à l'église, je me lève et je m'assieds en même temps que le rite. Et je suis athée. Je pense simplement que quand on rencontre le grand moufti de Beyrouth, ça fait partie du jeu, on se voile, eh bien on se voile. Et on n'est pas ici dans une espèce de résistance à je ne sais quelle islamisation de la France. On voit bien que c'est une perspective de politique politicienne. On lui a fait savoir qu'il faudrait le voile. Elle peut dire je n'irai pas ou je ne le porterai pas. Mais elle veut ce genre d'incident parce qu'il lui faut aller chercher du côté de sa droite extrême dans son parti. Elle se sert de politique étrangère. Et je me dis, on voit bien qu'elle est incapable de faire de la diplomatie. Elle fait la diplomatie de Trump, en fait, c'est la diplomatie du bulldozer. Autre image d'actualité, Emmanuel Macron, un autre candidat en campagne, lui, il a choisi Londres. Il a rencontré Theresa May aujourd'hui, la première ministre britannique, pour parler d'Europe. Londres, c'est évidemment aussi le symbole de la vie, dans la vie politique et dans l'imaginaire de l'homme providentiel. Votre regard sur cette image-là? C'est une image, Macron, il ne joue que de ça. D'ailleurs, il n'a pas de programme. Son vrai programme, il a un passé qui est déjà un passif. Il est allé, pendant 5 ans, il a travaillé auprès de François Hollande, il lui a donné des conseils, il a été son ministre. Donc on sait ce qu'il a proposé. Il ubérise. Le fin mot de Macron, c'est l'ubérisation du monde. C'est l'ubérisation de la France. Pour vous, c'est un terme négatif? Oui, parce que c'est la disparition du travail dans ce que ça avait de sublime, c'est-à-dire que les jeunes travaillaient pour les anciens, on avait une retraite, ceux qui avaient de l'argent permettaient à ceux qui n'en avaient pas d'en avoir par des systèmes de péréquation, la sécurité sociale ou ce genre de choses. Il y avait des compétences. Il y avait des compétences pour être chauffeur de taxi, il y avait des compétences pour être hôtelier. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un lit à prêter ou à louer et puis une voiture et un GPS pour être chauffeur de taxi. Donc effectivement, on libère le travail en ce sens. Il libérise aussi les partis politiques avec son mouvement. C'est un peu de la démocratie participative, ça devrait vous plaire? Non, c'est pas de la démocratie. C'est une illusion, ça? Non, oui, complètement. En Marche, c'est une illusion? Mais oui, il lit un texte en permanence. Il est avec son prompteur en train de nous raconter, y compris ses plaisanteries, y compris... tout est écrit. Donc il va voir un secteur, alors il y a le segment des homosexuels qu'on défend, puis le lendemain on estime que ceux qui n'étaient pas pour les homosexuels, il faut les défendre aussi, puis la guerre d'Algérie c'était un crime contre l'humanité, puis jadis le colonialisme c'était un élément de civilisation, donc il va chercher dans tous les segments, dans tous les secteurs, mais à vouloir tout on n'a rien. Donc on voit bien que le personnage n'a pas de programme, il nous dit d'ailleurs qu'en politique on n'a plus besoin de programme et que ce qui compte c'est une mystique. Sous-entendu c'est moi. Il peut donc sans craindre le ridicule dire je vous ai compris. Les partis n'ont pas bonne presse et la presse n'est pas non plus un bon parti quand on veut se faire élire. Alors Benoît Hamon l'a semble-t-il compris. Il est en ce moment même en train de faire ce qu'il appelle une agora live. Il s'adresse directement au peuple, alors au peuple en l'occurrence 500 personnes dans cette salle qui sont tirées au sort pour lui poser des questions. Son équipe nous explique que c'est un retour à la démocratie athénienne. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Dans une fiction, la démocratie athénienne, ça ne fonctionnait pas comme ça. D'abord, la moitié des Athéniens étaient des femmes et les femmes n'étaient pas des citoyennes. Donc c'est déjà 50% des gens qui sont concernés. Dans ces 50%, il faut faire sauter ce qu'on appelait les métèques, c'est-à-dire les étrangers domiciliés à Athènes. Ensuite, vous ne pouviez pas, si vous étiez domestique ou enfant de domestique, être citoyen. Donc on est citoyen quand on est vraiment, faisait partie d'une petite élite de la société athénienne. Bon alors, on a compris le tacle, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Très bien. Maintenant, peut-être sur le fond, de manière un peu plus générale, ce genre d'exercice-là, des candidats aujourd'hui, ça semble devenu un incontournable. On a vu Jean-Luc Mélenchon qui faisait ses live tweets, qui faisait sur YouTube ses 5 heures de programme financier. Là, c'est Benoît Hamon ce soir. C'est pas exactement la même chose. Moi, je pense que quelqu'un qui veut gouverner la France devrait avoir un programme. On n'a pas besoin d'aller chercher les gens en disant qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Cette fausse démocratie participative, c'est vraiment la démocratie démagogique où on fait semblant on est au milieu des gens, dites-moi ce que vous voudriez, dites-moi. Non, normalement, les cahiers de doléances, on n'en a pas besoin parce que si on a fait métier de politique, on doit être au courant de ce dont a besoin la France. Donc ça me paraît un peu inutile, mais ce qu'il fait me paraît plus intéressant du côté de l'union de la gauche. Parce que je pense qu'effectivement, il y a une gauche idéale, robespierriste, libérale, etc. Et puis cette gauche libérale, elle n'arrive jamais seule au pouvoir. Donc l'union de la gauche que Mitterrand a pu faire, et c'est quand même à mettre au crédit de Mitterrand, que j'aime pas beaucoup, mais François Hollande l'a fait en 2012 aussi, le temps d'une élection, on a vu ce que ça donnait derrière. Oui, mais parce il l'a fait pour obtenir le pouvoir, et quand il a obtenu le pouvoir, il a méprisé cette gauche plurielle. Et quand Lionel Jospin l'avait faite, cette gauche plurielle, et qu'il a gouverné avec, effectivement, il y avait une cohérence. C'est-à-dire que ça lui a permis de dire que son programme n'était pas socialiste, parce qu'elle relevait d'une gauche plurielle. Et je pense qu'il est intéressant, Hamon, dans sa proposition d'unir les gauches, mais on voit bien que ça ne marchera ni avec Macron ni avec Mélenchon. Vous parlez des nouvelles technologies comme un nouveau veau d'or, c'est ce que vous écrivez aussi dans votre livre. Dites-moi ce que vous pensez de cette séquence. Et maintenant, à Paris. Le fameux hologramme de Jean-Luc Mélenchon, une première mondiale, ça vous a fait fou sourire, ça vous a fait pleurer, enfin j'allais dire intérieurement? 2 pour le prix d'un, comme si ça ne suffisait pas. Écoutez, j'ai trouvé que c'était du gadget, mais je trouve plus intéressant d'inquiéter Mélenchon sur le fond plutôt que sur la forme. C'est de la forme de communication, mais qu'on en soit toujours à faire de la Révolution française version jacobine et robespierriste un modèle, ça me désespère, parce que moi je souscris aux analyses de Mélenchon, je souscris à nombre de ses propositions, beaucoup plus qu'à Benoît Hamon. Mais pourquoi Dieu a-t-il besoin d'aller chercher ces références de ce côté-là, c'est-à-dire du côté de la guillotine, du côté de la terreur? Ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que ça s'ajoute à la célébration de Castro, à la célébration de Chavez, d'Ahmadinejad qui à l'époque pilotait l'Iran et voulait rayer Israël de la carte. Enfin, je me dis, mais pourquoi cet homme n'est-il pas capable de calmer ses propres passions pour utiliser ses talents? C'est un tribun extraordinaire, il a le sens de la répartie, pour fabriquer vraiment une union de la gauche. Il aurait voulu cette union de la gauche, il l'aurait probablement obtenue. Mais ça se fait en amont, ça se fait pas en disant je démarre tout seul et qui même me suivent et je ferai l'union avec les gens qui viendront derrière moi, derrière mon programme. Non, on défend un programme, puis il y a un moment donné où on se dit il faut un programme de gouvernement, pas un programme idéologique, parce que ça chacun ira dans son coin et c'est François Fillon qui sera élu. Ou alors, effectivement, il y a une gauche de programme où on se dit bon, on a défendu nos idées, maintenant on va y aller avec des idées qui ne seront pas forcément les mêmes. Moi je renonce à ceci, toi tu renonces à cela. Et puis on a un plan de travail qui permet ensuite de gouverner et d'avoir l'assentiment des gens. Cette élection présidentielle, rapidement, il nous reste 2 minutes, j'ai une autre image à vous proposer. Cette élection présidentielle, tout le monde la vit comme quelque chose finalement une première. Voilà. Tout le monde dit on ne sait pas ce qui va se passer, c'est la première fois qu'on vit les choses comme ça. Les candidats eux-mêmes se confient de cette manière-là. Vous y voyez justement le signe de cette décadence dont vous parlez dans votre livre. Pour vous, c'est un moment important de cette fin de cycle? Oui, je suis en train d'écrire la chronique de cette campagne. Ça devient un gros livre et je suis sidéré d'avoir à peu près tous les jours matière à écrire des petits textes un peu dans l'esprit voltairien, parce qu'effectivement, entre les fictions, les mensonges, les reniements, ce qu'on découvre sur chacun, enfin on se dit mais l'essentiel n'y est pas. L'essentiel c'est quoi dans cette campagne? C'est de savoir si on veut recouvrer la souveraineté ou pas, si on pense que le libéralisme est l'horizon indépassable ou non, si on a des vraies propositions à faire qui vont dans le sens de l'histoire en disant il y a l'histoire, il faut une vision
vision. C'est pas de dire, alors qu'est-ce qu'on fait avec les fonctionnaires? On en supprime combien? Non, moi j'en rajoute. Parce que c'est ça, en fait. La proposition, c'est ça. Voulez-vous des fonctionnaires? N'en voulez-vous plus? Si vous en voulez combien? Si vous n'en voulez plus, combien on en supprime? Est-ce que c'est ça, une présidentielle? Ah, vous écoutez Michel Onfray, vous avez des velléités pour vous présenter un jour? On me l'a proposé, on me l'a demandé. Je vais faire un livre qui est une proposition, une contribution. Vous l'imaginez? Non, mais il est écrit, il paraît dans 15 jours. Mais non, pas d'y aller, mais de rendre le pouvoir aux gens. Moi, je suis pour un communalisme libertaire, je suis pour des parlements régionaux, je suis pour le fait que les citoyens fassent de la politique. La politique ne doit pas être confisquée par les politiciens professionnels, mais par des gens qui sont compétents là où ils sont. Et ça, pour le coup, j'y crois. Vous voyez que je ne suis pas un tragique total. Bien que vous ayez pris ce masque tragique dans ce livre, mais je crois que c'était aussi une position volontaire. Une toute dernière image, on quitte un peu la France, on prend un peu de hauteur. Les deux hommes qui inquiètent le monde en ce moment, Donald Trump, Vladimir Poutine, c'est quoi? C'est ce que vous appelez le retour de la force brutale? C'est quoi? Ça exprime quoi, selon vous? On ne fait pas de la politique avec des gentils. Et les gens qui paraissent gentils sont des méchants qui se cachent. Donc il faut arrêter. Hillary Clinton... Pensez à qui? Hillary Clinton ou d'autres. Je veux dire qu'on n'avait pas le choix entre le bien et le mal, entre une gentille et un méchant. On a loupé Poutine. On a loupé parce qu'effectivement, il a fait une proposition pour une Europe qui n'aurait pour le coup pas été une Europe libérale. On l'a refusé. On l'a insulté d'une certaine manière. On l'a insulté avec ces histoires de bateaux qu'on lui a vendus sans lui vendre. On l'a insulté quand le président de la République n'est pas allé inaugurer cet édifice orthodoxe qui vient d'être construit à Paris. On n'insulte pas impunément les peuples. On peut insulter comme ça localement Poutine en ayant l'impression que, puisque le lendemain on passera pour un cador à la une de Libération ou du Monde, on est un grand homme, mais on passe juste à côté d'un peuple. Et c'est la même chose avec Trump. C'est un va de la gueule. C'est quelqu'un qui est milliardaire. Donc il faut voir le réel, pas ce que les gens racontent. C'est quoi le réel? C'est un milliardaire qui va gérer pour les milliardaires en faveur des milliardaires. Il a juste séduit des gens qui vont découvrir qu'effectivement ils ont été trompés. Ça prendra le temps que ça prendra. Merci Michel Onfray de vous être prêté au jeu ce soir de ce grand décryptage. Je rappelle votre ouvrage Décadence, c'est chez Flammarion. Merci à vous. Merci.